Bonjour Joris de l'Atelier Fertile. Bienvenue sur cette chaîne. On parle permaculture, agroécologie, éco-construction avec des retours d'expérience, des astuces concrètes pour monter des projets porteurs de sens. Allez, on est parti aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais vous parler des beaucoup d'espèces fruitières vont être adaptées au changement climatique déjà en cours en France. Je reprécise que voilà, dans cette vidéo, je vais aborder voilà, dans quelques grandes lignes autour de quelles sont les évolutions climatiques en cours, balayer pas mal d'espèces plus ou moins connues, aborder aussi quelques réflexions au-delà des espèces pour créer des jardins qui sont pleinement adaptés par rapport à ce changement, puis aborder quelques ressources utiles par rapport à tout ça. Je vous mettrai les marqueurs temporels en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Le support que j'utilise ici va être disponible en format PDF gratuitement sur mon site internet, hein. Là aussi, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je reprécise aussi que voilà, mon activité, l'atelier fertile, comme formateur consultant en permaculture, c'est une activité où je développe un jardin-forêt, une pépinière bio ici à Niort, là, depuis 2025. Voilà, je compte d'ailleurs commencer à faire des vidéos à partir de cette année 2026 pour documenter tout ça. Et je commence déjà à y planter beaucoup des espèces que je vais aborder déjà aujourd'hui. J'écris des bouquins autour du montage juridique de projets d'habitat, de projets agricoles. Je propose des tableurs aussi pour planifier vos cultures, maraîchage, pépiniérisme, etc. Je fais du conseil et du design pour des projets agricoles, des projets de jardin. Et puis, je fais enfin de la formation en présentiel et en distanciel. Vous pourrez trouver toutes les infos sur le site atelierfertile.com. Alors, quelques brefs mots pour commencer. C'est pas le cœur de cette vidéo, donc je vais passer rapidement, mais quelques voilà, 10 données de cadrage sur les grandes tendances du changement climatique en cours et à venir sur la France métropolitaine et ben, pour donner quelques grandes lignes directrices derrière sur le choix des végétaux. La première chose à retenir, évidemment, changement climatique, c'est l'augmentation globale du niveau des températures. Euh, Certes, ça, c'est la grande ligne directrice. Cela étant dit, cet impact du changement de température ne va pas être tout à fait le même sur tout le territoire. Voilà, on a une sorte de gradient, vous voyez, sur une petite représentation, cette petite carte, on voit que ça va être quand même plus marqué. Globalement, plus on va aller vers l'est de la France. Ça, c'est un petit aspect quand même à avoir en tête. Et puis après, ben, cette augmentation globale des niveaux de température, après, ça entraîne beaucoup d'autres phénomènes climatiques comme l'augmentation des risques d'incendie et autres. Euh, c'est aussi lié, ce changement climatique, évidemment, avec des événements climatiques de plus en plus extrêmes. Donc, on va penser canicule, on va penser grosses précipitations. Il n'y a pas toujours une baisse globale au niveau de l'année, au niveau des précipitations, mais par contre, il y en a moins en été et nettement plus sur l'automne-hiver. Voilà, c'est beaucoup plus marqué. Il y a aussi sécheresse et voilà, des conditions voilà, qui sont plus propices à des incendies. Ça me donne aussi quelques grandes lignes directrices. Un petit dernier mot sur ces tendances-là également, on se pose la question de l'évolution de la circulation des grandes masses d'eau dans les océans, et en particulier au niveau de ce qu'on appelle l'AMOC. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la carte, ça va passer de la mer des Caraïbes, golfe du Mexique, et va aller jusque, va longer donc l'Europe. Euh, et donc, finalement ces grandes circulations d'eau chaude, elles contribuent au climat tempéré qu'on dispose en Europe. Et commence à observer un ralentissement de cette circulation d'eau. Donc, il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la communauté scientifique liée à la climatologie sur le ralentissement, voire potentiellement un phénomène d'arrêt de ce courant-là, ce qui, à contrario, amènerait à des événements de baisse de température, à contrario, et donc potentiellement voilà, des problématiques d'arrivée de masses d'air froid du cercle arctique, etc. Donc après, bon, le sujet est complexe et sujet à polémique aussi actuellement dans la communauté scientifique, donc c'est compliqué d'en tirer des conclusions extrêmement arrêtées à ce stade, mais en tout cas, ça donne à voir que voilà, le changement climatique en cours est plus complexe qu'une simple augmentation des températures. On peut très bien avoir des événements de froid polaire aussi beaucoup plus marqués, notamment en hiver. Donc, à retenir aussi la question de la rusticité des végétaux par rapport au froid et pas à négliger.
Voilà, maintenant qu'on a posé ces petits éléments de cadrage, voilà, on va explorer pas mal d'espèces, hein, je trouve intéressantes. Quand même quelques critères de choix dans cette liste que je prétends pas être exhaustive, hein. C'est déjà des cultures qui sont adaptées à la culture plein air. J'ai exclu des espèces qui, bon, concrètement, on ne fait pousser en France métropolitaine que sous serre, qui vont avoir voilà, une production un minimum significative. Et puis des choses aussi qui sont pas trop gourmandes en eau, je pense particulièrement en été. C'est par exemple pour ça que je ne vais pas vous parler d'avocatier. Ok, ça peut très bien résister à des fortes températures estivales. Par contre, ça a besoin pour faire bon, que ça puisse fructifier, que ça puisse produire du fruit. Eh bien, ça a besoin de beaucoup d'eau au cœur de l'été, ce que je trouve pas très cohérent globalement dans une optique écologique. Donc, c'est pour ça que j'exclus aussi ce genre d'espèces. Alors, bien, tout d'abord, on va trouver tout ce qui va être agrumes. Alors, a fortiori, les agrumes rustiques hein, qui vont quand même être adaptés à des températures hivernales basses, qui vont pouvoir tenir des petits coups de gel. Donc, bon, le sujet est vaste. Si vous voulez creuser, je vous renvoie surtout sur les reportages qui ont été menés auprès d'Olivier Bigiot, un des grands experts du domaine en France, qui a d'ailleurs coécrit un bouquin dont je vais parler en fin de vidéo sur le sujet. Mais enfin, voilà, quelques mots là-dessus. Le principal déjà, quand on commence à ça, le principal point d'attention, c'est la question du porte-greffe. Sur quoi sont greffés nos agrumes? Il faut que ce soit des porte-greffes qui apportent de la rusticité, et c'est loin d'être le cas de tous les porte-greffes qu'on trouve dans le commerce. Donc on va alors trouver dans ce qui est vraiment, vraiment rustique le Poncérus trifoliata. Alors ça peut être le Poncérus trifoliata, on va dire de base, entre guillemets, l'espèce type. Poncérus trifoliata Flying Dragon, donc qui lui est nanifiant, beaucoup plus petit plan. Poncérus trifoliata, hein, qu'on appelle aussi le citronnier épineux. On va aussi trouver les citrumellos, donc, en particulier le citrumello Swingle 4475, qui lui va apporter aussi une très bonne rusticité, quasiment la même que celle du Poncérus trifoliata, à tenir du -10, -12 degrés Celsius, avec plus de vigueur de pousse que le Poncérus trifoliata, ça fait des sujets un peu plus gros. Et puis, on a le dernier venu qui est le FA5, le Forner Alcaïde 5, qui a aussi beaucoup de vigueur et une bonne résistance au froid. Voilà. Bon, il existe d'autres porte-greffes pour agrumes, mais ceux-là sont clairement ceux qui apportent le plus de rusticité et que je peux que inviter à choisir, surtout si vous voulez évidemment faire de la culture en plein air. Après, qui dit culture d'agrumes en plein air, dit aussi des bonnes conditions de culture adaptées, hein. Il faut que ça soit quand même pouvoir exposer plein soleil, avec un sol drainant. Euh, voilà, faut même créer des conditions de culture adaptées. Mais donc, une fois qu'on a posé ça, on va pouvoir aller sur des citronniers. Alors, je pense en particulier les sélections de variétés d'origine japonaise comme Sudachi, Yuzu ou Kabosu. Après, on va pouvoir aussi aller sur le Kumquat avec des variétés comme les variétés Fukushu ou encore Nagumi. À noter que souvent dans le commerce, ce que vous allez trouver, c'est comme on le trouve à l'image, des fruits de couleur ovale. D'après ce que j'ai pu voir, échanger avec d'autres pépiniéristes, c'est pas les fruits les plus intéressants en fait d'un point de vue gustatif, hein. C'est assez acide, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, qui va aller, enfin, ça va moins acide, plus doux, plus intéressant au niveau aromatique. Ça va être des variétés mais qui vont être beaucoup plus rondes, comme donc chou ou Nagomi. On va trouver aussi des mandariniers comme Shangsha, Kerachi, Owaji, Nyagawa, Shakuasha, Satsuma, ou encore Shiwa Mikan. Voilà, le choix est relativement large. Enfin, d'autres variétés. On va trouver l'US 119, le citron choix de Thomasville, les Rembranche, Pomelo Duncan, ou encore l'oranger Caracara. Voilà. Après, dans le détail, regardez voilà, quelles sont les conditions climatiques locales, en particulier quelles sont les températures des pics de froid dans votre localité, voilà, pour le détail du choix des variétés, mais voilà, un petit panel en tout cas de ce qu'il y a de plus rustique. Et donc, c'est ce qui dit des choses bien résistantes au chaud, comme notre espèce suivante qui est l'argousier. Qui pousse beaucoup, qu'on cultive beaucoup pour des cultures commerciales en Europe de l'Est et en Russie. En France, on le voit beaucoup et dans le sud-est, dans le reste du pays, c'est nettement moins connu.
On est sur une espèce qui va être en plein soleil, c'est comme les agrumes, des sols drainés où il n'y a pas de stagnation d'eau. Très bonne résistance au froid, là, il n'y a aucun souci à se faire. Ça fait des petits arbustes alors, qui peuvent monter relativement haut jusqu'à 5 mètres. Cela dit, c'est quand même une espèce qui supporte très bien la taille, hein, qui peut se tailler très fortement. Voilà, si on veut vraiment contenir son volume, il n'y a aucun problème. Savoir par contre que la plupart des variétés sont épineuses, il y a quelques variétés qui ne le sont pas, mais enfin, la plupart sont épineuses, ce qui peut jouer un rôle intéressant en tant que barrière défensive, hein, pour faire un enclos, pour maintenir des animaux dans un enclos. Voilà. Mais voilà, c'est quand même une contrainte à connaître. L'espèce est dioïque, donc globalement, on a soit des variétés mâles, soit des variétés femelles, alors, quelques variétés qui vont avoir les deux sexes, mais enfin, c'est à la marge. Il faut savoir que ça drageonne, alors, ça drageonne pas énormément, mais ça drageonne tout de même un peu. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête. La floraison, c'est classiquement, on a au début de printemps, mars-avril. La fructification de enfin, septembre à novembre, elle est relativement étalée dans le temps. Ça va faire ces beaux grappes de fruits orangés, là, qu'on voit ici à l'image. Je vous ai mis aussi régulièrement des références voilà, sur la production par plant, sur un plan à maturité, quoi, une fois bien développé. Ça fait quand même 5-10 kilos de fruits. Des petits fruits de 8 millimètres qui font chacun de 0,1 à 1 gramme. Euh, Dans cette espèce-là, on va trouver donc des variétés mâles qui vont jouer le rôle de pollinisateurs, qui ne vont pas apporter de fruits, hein. Les plus classiques, en France, on va trouver le Paul Mix, le Lord, le Sprite ou le Roméo. On a beaucoup plus de variétés femelles qui, elles, portent les fruits, comme Rocorange, Juscava, Vitaminalia, Décora, Frugana, etc., etc. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Et alors, on trouve quelques variétés auto-fertiles comme Frisdorfer Orange, Sandora ou encore Solo. Donc, effectivement, le fruit, là, pour l'auto-fertile, peut produire tout seul. Après, cela étant dit, même pour un plant auto-fertile, fructifie toujours mieux s'il a d'autres plants, un plant mâle, voilà, à proximité. Et puis, à savoir que c'est pas un fruit qui se consomme cru comme ça, c'est pas un fruit de bouche. C'est un fruit qui se transformé. Après, bon, les possibilités sont larges, hein. Gelée, confiture, ou souvent jus. Bon, pas mal de possibilités. Et puis, c'est aussi un des fruits qui est le plus riche, c'est le fruit le plus riche en oligo-éléments, minéraux et vitamines. Donc, il y a vraiment un intérêt santé aussi qui est particulier avec cette espèce-là. Après, on va trouver un nouveau venu là, qui est très à la mode ces dernières années, qui est l'Asie qui nous vient de l'Est, du Sud-Est des États-Unis. À savoir que, OK, il peut résister à des températures importantes en été. Cela dit, c'est quand même une espèce de ripicile, de bord de cours d'eau, de plans d'eau, donc qui souvent pousse au bord d'une canopée sur une lisière de forêt. Donc, il ne faut pas le mettre en plein soleil. Il va clairement privilégier des situations de mi-ombre, au moins quand le sujet est dans ses premières années de croissance. S'il n'y a pas d'éléments qui peuvent apporter un ombrage sur une partie de la journée, pensez à, voilà, à mettre une ombrière ou un autre dispositif qui permet d'apporter un minimum d'ombre sur le début, les premières années de développement du plant. Il a besoin d'avoir un sol frais, relativement humide, résistance au froid, donc correct. L'arbre reste quand même relativement petit. Alors, il est monoïque autostérile. Alors, donc, il va avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles, mais il est autostérile ou autofertile selon les variétés. La floraison se fait avril mai, la fructification septembre-octobre. Voilà, et puis c'est donc un sujet assez productif. On est dans une fourchette entre 5 et 40 kilos de fruits par plant. Les cultivars donc, sont des sélections qui viennent des États-Unis. On va trouver entre autres Prolifique, Rebecca's Gold, Davis, Monco, Tien, Michel, etc. Voilà. Après, euh, donc on distingue pas des variétés mâles, variétés femelles, hein. C'est-à-dire que parce qu'on est sur une espèce qui est monoïque. Tous les sujets ont à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, on va avoir besoin d'avoir pour toutes les variétés autostériles, on a besoin d'avoir deux variétés différentes, l'une à côté de l'autre, pour avoir du fruit. Pour quelques variétés auto-fertiles, cela dit, les retours d'expérience que j'ai eus de la part d'autres pépiniéristes sur les variétés auto-fertiles, c'est que c'est malheureusement pas les variétés qui ont
qui sont très intéressantes d'un point de vue gustatif, hein, ce qui est souvent le cas voilà, sur les espèces monoïques qui sont par défaut, on va dire, couramment auto-stériles. Et lorsqu'il y a des sélections de type auto-fertile, malheureusement, c'est assez peu intéressant en général d'un point de vue gustatif. On va avec le suivant qui est plus classique, avec l'amandier, voilà, comme toute d'habitude dans le sud de la France, mais il peut tout à fait pousser, il y a des variétés tout à fait adaptées hein, sur les variétés beaucoup plus au nord du pays. Donc un truc qui nous vient d'Asie centrale sur des milieux très arides, très bonne résistance au froid. Alors les sujets peuvent avoir des variétés, des tailles quand même relativement compactes, hein, en 3 par 3 jusqu'à vraiment des grands sujets. Ça dépend beaucoup du porte-greffe et puis aussi de la variété greffée. Bon, bref, mais à peu près pour en tout cas pour toutes les tailles de jardin. La floraison se fait très tôt sur le mois de février, ce qui la rend d'ailleurs assez sensible hein, par rapport aux épisodes de gel. C'est dans un endroit où il y a des problématiques de gel, en particulier de gel tardif. En soirée, il faudrait mieux aller sur des variétés qui sont des variétés tardives. La fructification va se faire en été, de s'étaler de juillet jusqu'à septembre, selon les variétés. Et puis, voilà, pour que donner quelques variétés qui vont assez bien pousser dans le nord du pays, on va trouver Aïe, Lorane, Princesse ou encore Ferraduel. En autre fruitier moins connu, celui-ci, qui vient tout autour du bassin méditerranéen, par exemple, on va le trouver beaucoup en Espagne, c'est l'azérolier. À ma connaissance, il n'y a pas de sélection fruitière, en tout cas, je ne connais aucune pépinière en France qui en est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variété sélectionnée. Globalement, ce qu'on va trouver en commerce, c'est simplement euh, les plants qui sont issus de deux semis, tout simplement. C'est donc une espèce très résistante à la sécheresse, qui peut tout à fait supporter d'ailleurs des sols calcaires aussi. L'espèce peut aller assez grand, 5 mètres de diamètre, 10 mètres de hauteur, mais après, ça peut très bien se tailler aussi pour se maintenir sur un beaucoup plus petit volume. C'est épineux par contre, hein, il y a des petites, c'est couvert de petites épines. À savoir, c'est du monoïque auto-fertile, donc oui, effectivement, un plant tout seul peut porter du fruit. Voilà, puis on peut avoir une production assez correcte, jusqu'à 20-25 kilos de fruits par plant. On est sur une texture de fruit qui ressemble pas mal à la pomme, je trouve que c'est assez croquant. Après, comme il n'y a pas de sélection fruitière, le goût est souvent pas exceptionnel, mais ça se prête bien après à de la transformation. On va pouvoir apporter d'autres arômes en mélangeant avec d'autres fruits. Le chalet d'automne, on est sur vraiment un petit arbuste donc, qui nous vient de l'est de l'Asie, sur des milieux relativement tempérés. Ça va pouvoir se mettre en plein soleil, ça résiste très bien au froid. Voilà, ça fait un petit buisson en 3 par 3. Ça supporte bien la taille, hein, s'il faut le maintenir sur une petite taille. On est sur un monotype auto-stérile, hein, donc il faut nécessairement avoir deux pieds pour qu'on avoir du fruit. Donc c'est un fixateur d'azote aussi, un petit élément en plus lié au choix de l'espèce. Il va aider à contribuer à apporter de l'azote dans le sol, alors sachant que cet apport d'azote, en fait, il est réellement pertinent pour le sol et pour les autres plantes que lorsque l'arbre est taillé. Hein, sur un sujet, voilà, une formée, c'est la taille du sujet qui va libérer de l'azote dans le sol. La floraison sur un avril-mai, la fructification en octobre-novembre. On peut atteindre jusqu'à 13 kilos dans la littérature par plant. Et donc, on va trouver maintenant souvent chez les jardiniers les variétés Fortuna, Big Red, Jewel ou encore Serinus. Euh, Autre fruitier, on pense moins à cette espèce comme une espèce fruitière, mais c'est bien le cas, c'est les chênes verts. Les Quercus ilex, alors Quercus ilex qui va avoir des sous-espèces, hein, on va trouver dans les sous-espèces, on va trouver Rotundifolia, Bolota et aussi Macrocarpa. Et donc certaines de ces espèces, et celles-ci, eh bien, font des glands doux, c'est-à-dire qui ont vraiment peu de tanins, qui seraient beaucoup plus à la consommation que bah, des plants de chêne vert, on va dire entre guillemets, classiques. Donc on va être sur une espèce résistante au froid, ou tout aussi bien qu'au chaud. Par contre, c'est une espèce qui est prend de grande taille. Donc là, ça se prête beaucoup plus
La plantation plein champ sur une exploitation agricole ou voilà, sur des grands terrains, il faut de la place, très clairement. L'espèce supporte très mal la trogne, donc c'est pas, ça ne sera pas une fonction, ce ne sera pas une méthode pour réduire la taille des sujets, hein. Voilà. C'est une espèce qui prend de la place, très clairement. En plus, c'est un monoïque autostérile, donc il faut au moins deux sujets côte à côte pour avoir du fruit. La floraison, c'est en avril-juin, donc elle est assez étalée dans le temps. La fructification en octobre-novembre. On est dans les littératures sur le sujet, sur les plantations en Espagne, par exemple, à 12 kilos par sujet. Et il n'y a pas de sélection fruitière. Voilà, donc on est sur des sujets en tout cas très résistants et qui, bah, une espèce intéressante à développer si on est sur des grands terrains où il y a beaucoup de place où planter. Plus petit sujet maintenant avec le cormier, donc qui était un nymphotier assez classique dans les campagnes françaises, mais qui a été beaucoup oublié, délaissé suite à l'industrialisation du secteur agricole. Très bonne résistance au froid. Alors ça peut se prêter aussi bien au plein soleil qu'à la mi-ombre. Quand même attention hein, sur que des sols quand même un minimum frais, hein, pas des sols complètement drainants et secs. Sur un plein de sujets, on va aller sur les 7 mètres de diamètre, jusqu'à 12 mètres de hauteur. Alors, sachant que pour le coup, c'est une espèce qui peut se trogner pour maintenir une taille beaucoup plus petite si besoin. C'est un monoïque autostérile, donc il faut au moins deux sujets côte à côte. Pour avoir du fruit, la floraison se fait avril-juin, la fructification en septembre-octobre. Euh, les, la, la fourchette de production est assez large, hein, 10 à 100 kilos par sujet. Sachant que c'est des fruits qui ont pas mal d'amertume lorsqu'ils sont durs, ils se consomment une fois qu'ils sont blettes, voilà, qu'on ait passé les premières gelées. C'est là qu'ils sont pleinement comestibles. Alors, on a de la sélection fruitière comme Lumière du Nord, Pierreforme, Géant de Sossenheimer. Un sujet intéressant à investiguer. En plus, d'un point de vue esthétique, paysager, il est assez intéressant. Il y a un beau feuillage découpé, là, comme vous avez à l'image aussi. Donc, il y a aussi cet aspect esthétique, moi, je trouve intéressant. Autre espèce, le cognacier du Japon. Alors, souvent, on le plante pour un but esthétique, parce que ça fait une jolie floraison en tout début de printemps, sur février. Mais c'est aussi une espèce fruitière. Qui a une très bonne résistance au froid, sachant qu'en plus, c'est une espèce de vraiment tout petit volume, hein, donc sur les petits jardins, c'est vraiment intéressant. L'espèce est épineuse. On est sur un monoïque auto-fertile, donc un sujet tout seul peut produire du fruit. La floraison se fait la petite erreur là, de diapo, excusez-moi, dès février ça peut s'étaler jusqu'à mai. La fructification se fait en gros en octobre. En plus les fruits apparaissent bien, parce que en général, comme on a à l'image, on a la chute de la feuille avant la pleine maturation du fruit, donc on voit bien les fruits. On a, à ma connaissance, une seule sélection fruitière sur cette espèce-là, qui est la sélection Sido. Voilà, ça c'est l'espèce Cognacier du Japon. Après, il y a des hybridations qui ont été faites au sein du genre Caenomeles. Par exemple, hybridation de Canomeles japonica et Canomeles speciosa, qui sont aussi d'autres sélections fruitières, comme Fusion ou encore Fritzdorfer. Là, on va sur une espèce beaucoup moins connue, avec le cul d'Ranier, qui nous vient d'Asie, enfin de l'Est de l'Asie, d'Asie et d'Asie centrale. Très bonne résistance aussi bien au chaud qu'au froid. Euh, donc une espèce très rustique et qui gagnerait à être plus connue. On est sujet de taille moyenne, voilà, 6 mètres de hauteur, 6 mètres de diamètre. L'espèce est dioïque, donc on va avoir des sujets mâles, des sujets femelles, et naturellement, il faut les deux sur le terrain pour avoir du fruit. On va être sur un fruit qui est effectivement très original, comme on a ici à l'image. La peau est relativement dure. Et à l'intérieur, c'est beaucoup plus tendre et ça rappelle le litchi pour donner une idée un peu du goût. Voilà, puis entre le litchi et la date, voilà, je pourrais dire. Pour pour l'avoir testé, on est un peu dans un entre-deux. Voilà, ça fait des petits fruits de 2, 3, 4 centimètres.
C'est donc l'espèce est très peu connue en France. C'est un peu compliqué ça, de trouver des cultivars. Souvent, on va trouver le cultivar seedless. Donc, comme le nom l'indique, il y a des cultivars sans graines. Voilà, donc, quelque chose qui gagnerait donc à être plus connu, à investiguer, parce que donc, on est sur une espèce extrêmement rustique. Ensuite, on va trouver une espèce beaucoup plus classique, le figuier, qu'on associe souvent au sud de la France, mais il y a toute une palette de variétés, et donc qui permettent potentiellement de cultiver tout au nord du pays. Attention, donc une expédition plein soleil et sur un sol drainant. La taille des sujets dépend beaucoup de la variété. Donc, on peut aller vraiment des très petits sujets en 2 par 2 jusqu'à des sujets beaucoup plus imposants. On peut aller jusqu'à 8 mètres de diamètre, 10 mètres de hauteur. Bon, euh, c'est surtout le choix de la variété qui va faire la différence. On est sur un monoïque auto-fertile, donc un seul sujet peut faire du fruit. La floraison bon, est très discrète en avril-juin, puis la fructification se fait sur septembre-octobre. Voilà, c'est un fruitier vraiment productif, à 20 à 50 kilos sur un sujet mature. Bon, le choix des variétés est très large. Pour vous aider un peu, quelques clés dans le choix de la variété, c'est déjà la taille du sujet adulte. Ensuite, est-ce que vous êtes sur une variété unifère, une variété bifère? Donc, unifère qui va produire une seule fois dans l'année, sur la fin d'été en général. Ou bifère qui va produire, qui va faire une première fructification sur le mois de juin, et puis une autre autour du mois de septembre. Et enfin, est-ce que vous êtes sur une variété qui est pollinisée par le Cynipidae, donc c'est une guêpe minuscule, ou une variété parthénocarpique? Variétés qui sont pollinisées par des Cynipidae, c'est les variétés vraiment adaptées sur les situations vraiment de l'arc méditerranéen, quoi, uniquement. Là où peut exister cette guêpe qui est adaptée qui existe qui est présente sur les climats méditerranéens. La plus grande partie du territoire, pour la plus grande partie du territoire, il faut aller sur des variétés parthénocarpiques, à contrario, hein. De fait, la plupart des variétés du commerce en France sont des variétés parthénocarpiques, hein, qui n'ont pas besoin de pollinisation. Plus original, le figuier de Barbarie, qui nous vient initialement du Mexique, hein, qu'on trouve beaucoup aussi dans les pays méditerranéens. Variété extrêmement rustique. Ça n'a pas une énorme résistance au froid, de -5 à -15 degrés Celsius selon les variétés. Donc, petit point d'attention si vous voulez en prendre, c'est prendre une variété qui est quand même adaptée voilà, au niveau de la rusticité par rapport à votre localité. Ça peut être assez grand, ce diamètre, voilà, 4 mètres jusqu'à 5 mètres de hauteur. C'est quand même très épineux, point d'attention quand même. C'est monoïque auto-fertile, donc un plant peut produire tout seul. Alors, ce qui peut se manger, donc, c'est le fruit rougeâtre, comme on a ici à l'image. Les raquettes, hein, les parties vertes, sont également comestibles. Voilà. Mais concernant uniquement le fruit, on peut aller jusqu'à autour de 25 kilos sur un pied mature. À ma connaissance, en tout cas en France, il n'existe pas de sélection fruitière. C'est simplement la variété soit bouturée, soit de semis qu'on va pouvoir trouver dans le commerce. Voilà, donc quelque chose d'intéressant, je pense en particulier sur des situations vraiment extrêmement arides, sol rocailleux, drainant, très, très difficile. Là, ça peut vraiment être une espèce intéressante. Autre espèce inhabituelle, le jujubier, qui nous vient d'Asie centrale, sur un climat continental. Il peut supporter tout à fait des sols calcaires, celui-ci. Et puis, donc, on va pouvoir avoir des tailles qui dépendent beaucoup du porte-greffe et de la variété greffée. Donc, jusqu'à des petits jugets qui vont faire 2 mètres de diamètre, 4 mètres de hauteur, jusqu'à vraiment des jugets beaucoup plus grands, 6 mètres de diamètre, 12 mètres de hauteur. Donc, on est sur un arbre qui est un peu épineux, c'est un monoïque autofertile, donc qui peut fructifier tout seul. Et ça peut être effectivement très productif sur un pied mature, entre 50 à 250 kilos de fruits. Aujourd'hui, dans le commerce en France, on va pouvoir trouver quelques variétés comme Dongzhao, Guigiolo, qui est une sélection donc, italienne, parce qu'on a autant en France, c'est un fruit. euh, à ma connaissance, il n'y a pas de production commerciale. Par contre, on en a un peu dans l'Italie du Nord.
D'où le fait voilà, c'est un peu plus classique en Italie. On va trouver au sud la variété Lie, la variété Lang ou encore la variété So. Sachant que voilà, globalement, dans le monde, la plupart des sélections fruitières sont originaires de Chine. Un fruit voilà, qui connaîtrait à être plus connu, sachant que c'est très chargé en fruits, ça on appelle souvent la date chinoise, parce que voilà, c'est très concentré, et ça se prête bien aussi à être séché. Voilà, du fait de cette forte concentration en fruits, ça peut bien être séché pour la conservation en plus. Donc il y a en plus cet intérêt-là. On va trouver aussi le goji qui nous vient aussi d'Asie centrale. Donc là, on est sur un arbuste, un petit arbuste même. Voilà, c'est un monoïque auto-fertile, donc un sujet peut produire tout seul. C'est des petites grappes de fruits. Alors le fruit de mon point de vue, pas un grand intérêt gustatif. C'est surtout un intérêt santé. Voilà, c'est très riche en vitamines. La fructification se fait d'août à octobre. En général, donc le fruit est consommé transformé, gelé, en jus, séché, etc. Et les principales variétés fruitières disponibles en France, c'est le N1 Laveberry, le XXL, le New Big et le NK1 Extra. Euh, Autre espèce, le grenadier. Donc, on l'associe beaucoup au sud de la France, mais il y a des variétés beaucoup plus adaptées aussi au nord de la France. On est sur une résistance correcte au froid, -8 à -15 degrés Celsius. Donc, voilà, petit point d'attention quand même sur le choix de la variété, à avoir une rusticité qui soit adaptée à votre météo. La taille dépend pas mal de la variété. Ça se prête aussi bien à des petits jardins qu'à des plus gros jardins. On est sur un monoïque auto-fertile, donc un sujet peut produire tout seul. Fructification en septembre-octobre, quand 20 à 40 kilos par plant. Les, Dans les cultivars les plus courants, on va trouver Wonderful, Provence, Finatrandal, Mollard et Lecce. Voilà, pour donner les plus classiques. Autre variété, toujours adaptée au changement, c'est le mûrier noir, les Maurus alba, qui ont pour plus de rusticité, une plus grande résistance au froid que les grenadiers. On va aller sur du moins, résistant jusqu'à -20 degrés. Par contre, c'est des sujets qui sont grands. Il faut quand même anticiper ça dans la plantation. On va aller sur 12 mètres de diamètre, jusqu'à 12 mètres de hauteur. Alors, sachant que c'est quand même une espèce qui se prête bien à être trognée, que le fait de trogner, de couper net le tronc à vous de choisir, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres de hauteur, pour la formation de l'arbre peut permettre effectivement de contrôler finalement la taille globale du sujet. Les fruits sont très petits. Il n'y a pas une énorme production par plant. Alors, il y a assez peu de quantification dans la littérature, hein, au niveau de la production, mais on est sur 0,1 1 kg par plant. Mais par contre, c'est des plants, bon, bah, c'est intéressant au niveau du goût. Il y a ce goût particulier de la mûre, et puis, bon, c'est des fruits très concentrés au niveau oligo-éléments, vitamines et anthocyanes. Par exemple, sur les cultivars fruitiers, on va trouver le Black Persian, ou encore le Chelsea. Après, on trouve aussi des espèces voisines dans le genre Morus, hein, qui sont aussi intéressantes, comme le Morus alba, le Morus rubra, ou encore le Morus macroura. On va sur une espèce plus originale avec le Néflier du Japon, qui en plus a ce feuillage persistant là qu'on voit à l'image un peu gaufré, qui se maintient tout l'hiver, donc il y a aussi un intérêt aussi esthétique, hein, paysager là dans cette espèce-là. Résistance correcte au froid, on va jusqu'à -12 degrés Celsius, donc c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre sur une situation un peu abritée, plein soleil, avec une masse thermique comme un mur, un bâtiment à côté, quoi, pour un peu, voilà, jouer un rôle un peu de tampon thermique en cas de grand froid. L'espèce va être un arbre de relativement petite taille, avec 4 mètres de diamètre, 7 mètres de hauteur. On est sur un monoïque auto-fertile, donc un sujet peut produire tout seul. La fructification se fait un peu tard, sur octobre-novembre. Ah, pardon, la floraison se fait un peu tard, sur octobre-novembre, c'est assez original. Et à contrario, la fructification se fait très tôt, une période où généralement on n'a pas de fruits, qui est le mois de mai.
Ça fait des petites grappes, petits fruits là, comme on a ici à l'image. Sont assez croquants, assez frais. Alors, faites attention lorsque si vous prenez des plants dans le commerce, de prendre bien des variétés fruitières dans la mesure du possible, hein. Parce que là, souvent dans le commerce, on se trouve, c'est juste l'espèce type, il n'y a pas de sélection fruitière. Voilà, on va trouver des productions fruitières plus intéressantes, surtout au niveau du goût, avec des variétés comme Algerino, Early Red ou encore Tanaka. L'olivier, voilà, qu'on a aussi ici beaucoup au sud-est de la France, mais on a aussi des variétés qui peuvent pousser beaucoup plus au nord. Souvent, on va le planter dans les jardins dans un but esthétique, paysager, mais ben, ça fait aussi du fruit, hein. Résistance au froid correcte, à moins de 12 degrés Celsius, comme notre néflier du Japon, voilà, des situations quand même un peu abritées pour se protéger des grands froids, autour de plein soleil, une masse thermique comme un mur, un bâtiment à côté. Surtout, c'est dans le nord du pays. 6 mètres de diamètre, ça peut être jusqu'à 15 mètres de hauteur, mais après, l'arbre peut très bien se tailler, donc on peut maintenir bas son volume. Donc, on est sur un feuillage persistant, avec cette floraison sur mai-juin, qui est très courte, sur seulement une semaine. Et la fructification s'étale sur octobre-novembre, jusqu'à décembre. On peut aller jusqu'à 15, 30 kilos de fruits par sujet. Après, le fruit ne se consomme pas brut tel quel. Ça met s'il peut facilement, je veux dire, il n'y a pas besoin de choses très complexes hein, pour le rendre comestible. La façon la plus simple, c'est de passer par une saumure ou dans un litre d'eau, on va mettre de l'ordre de 3% de sel, donc 3 grammes de sel, 30 grammes de sel, pardon, et on va donc mettre nos olives, alors, à l'huile verte. Enfin, le plus simple, c'est des olives noires, qui sont des olives qui sont voilà, amenées jusqu'à leur pleine maturité. On va mettre dans cette saumure et qu'on va laisser mariner pendant quelques mois, voilà, qui permettent d'éliminer par lactofermentation l'amertume et rendre le fruit complètement comestible. Alors, variétés en fruits de bouche, on va trouver des variétés comme Cailleté, Luc, Picholine, Salonin, voilà, des variétés qui ont une rusticité correcte. Enfin, parce qu'il faut distinguer dans l'olivier des variétés de fruits de bouche et des variétés qui sont faites pour l'huile, pour la qualité de l'huile. Euh, Après, un autre nouveau venu, c'est notre pacanier, le Caria yellowinensis, qui nous vient à la fois du Mexique et du sud-est des États-Unis, donc qui est à la base de climat subtropical, mais des variétés adaptées sur toute la France. Il a besoin comme une situation plein soleil. Clairement, ça privilégie des sols légèrement acides, donc c'est quand même un point d'attention important. Il faut une période hors gel d'au moins 6 mois, donc pour avoir une bonne fructification. Donc voilà, à prendre en compte le choix de l'espèce. Après, sachant que c'est une espèce qui pousse lentement. Il faut compter 15 à 20 ans pour avoir une production, puis c'est des sujets, voilà, ils rentrent en pleine production au bout de 30, 40 ans. Donc c'est vraiment une plantation de long terme. Et voilà, on peut imaginer ben, oui, d'ici là que réchauffement climatique aidant, on ait des périodes hors gel d'au moins 6 mois finalement sur une grande partie de la France. Bonne résistance au froid, jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Donc, il faut aussi de la place, hein, c'est des 10 à 15 mètres de diamètre, 20 à 30 mètres de hauteur, donc à réserver à des grands terrains. Très clairement, on est sur non plus que sur un monolique autostérile, donc il faut au moins 2 sujets pour avoir du fruit. La floraison se fait sur avril-mai, la fructification en octobre. Dans la littérature agronomique, on chiffre à 25 kilos de fruits par plant sur les cultivars fruitiers qui viennent pour l'essentiel donc des États-Unis. On va trouver le Kefir, le Pony, le Chevel, le Chicasso, le Terrace, etc. Voilà. Quelque chose de peu connu, alors à réserver effectivement sur des terrains où on a de la place, voilà, mais qui gagnerait à être connu. C'est vrai que c'est quand même un des fruitiers à coque les plus résistants aux fortes températures. Plus original encore, le palmier abricot qui nous vient d'Amérique du Sud, qui a une résistance au froid, on va dire moyenne, jusqu'à 20, moins 10 degrés Celsius, donc quand même réservé à des situations abritées. C'est un arbre relativement petit, 4-5 mètres de diamètre, 5 mètres de hauteur. C'est un monolithe plutôt fertile, donc il fructifie tout seul, et en plus il est persistant. Ce qui est intéressant au niveau paysager, la floraison est assez discrète en juin-juillet, la fructification est par contre assez spectaculaire, là, comme on a à l'image en octobre-novembre.
Ça fait beaucoup de... Donc ces fruits orangés font 15-30 millimètres de diamètre. Voilà, il y a, à ma connaissance, pas de sélection fruitière, en tout cas pas chez les pépiniéristes en France. On est sur un fruit qui ressemble au niveau de la texture et du goût à l'abricot, d'où le nom de palmier abricot. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de vraiment original à mettre dans des jardins. En tout cas, si vous avez des endroits un peu abrités par rapport au grand froid, ça peut être intéressant d'aller sur ce choix-là. Les pistachiers, eh bien oui, ça peut aussi pousser en France pour faire ces pistaches maison hein, pour l'apéro, hein, c'est la classe. Ça nous vient à la base du milieu de Moyen-Orient sur des milieux très arides. La résistance au froid est, veut dire, moyenne, hein, jusqu'à moins 12 degrés Celsius, donc à réserver encore une fois à des situations abritées. Le sujet peut être quand même relativement grand, 6-8 mètres de diamètre, 10 mètres de hauteur, mais après, ça peut très bien se tailler pour être sur des plus petites tailles. C'est une espèce de wick, donc ça veut dire on va avoir des variétés mâles et des variétés femelles, et naturellement les deux pour avoir du fruit. Ça a supporté les sols calcaires, la floraison se fait avril-mai, la fructification se fait en août-septembre, et donc à pleine maturité, comme on a ici l'image, c'est assez spectaculaire parce que ce fruit à coque, il se prend cette couleur rougeâtre, rouge violacé, avant de commencer à s'entrouvrir vraiment sur ce qu'il est en pleine maturité. On n'a pas énormément de cultivars fruitiers disponibles en France. Les variétés mâles classiques, c'est le Peters et le mâle B. Les variétés femelles les plus courantes, on va trouver le Kerman, le Napoletana, l'Agana, le Syrah ou encore le Castel. Voilà, c'est encore assez rare les pépinières en France qui en proposent. Ça commence à se développer. On va en trouver plus sur les pays plus méditerranéens. Je pense en particulier à l'Italie, hein. C'est un secteur qui est plus développé. On trouve plus de pépiniéristes qui en proposent avec un choix de variétés plus étendu. Mais voilà, faire quand même attention au niveau de la rusticité des variétés si vous allez sur des fournisseurs à l'étranger. Autre arbuste, la chefferdier argentée, qui elle vient de l'Amérique du Nord, sur des milieux arides. Résiste à des très grands écarts de température, hein, sur de la canicule jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Donc une espèce extrêmement rustique. Très peu connu en France. On est sur des petits arbustes qui se couvrent de fruits voilà, sur octobre. C'est épineux quand même, à savoir. On est sur une espèce dioïque qui est auto-fertile, hein, donc un sujet peut produire tout seul du fruit. Ça fait des tout petits fruits de 5 millimètres, mais voilà, voilà, sur un sujet mature, comme ça, ça va produire toutes ces grappes de fruits qui peuvent très bien se manger crus ou transformés si on le souhaite. Il n'y a pas de sélection fruitière. Voilà. Mais voilà, ça peut être vraiment intéressant comme petit arbuste, comme buisson, qui est extrêmement rustique, donc qui peut se prêter aussi, voilà, se planter sur des situations un peu compliquées, de sol très exposé, rocailleux, drainant, etc., etc. Puis après, il y a aussi, je voulais mentionner un peu brièvement, des quelques fruitiers traditionnels qui étaient souvent présents dans les campagnes françaises avant le milieu du XXe siècle, avant l'industrialisation du secteur agricole, qui gagneraient voilà, être connus, être retrouvés qui sont pas forcément très résistants au chaud, pardon, dès le départ, mais voilà, une fois que le plant est implanté, il a passé ses 2, 3, 4 premières années, il a vraiment une bonne résistance aux canicules, ben, on va trouver le cognacier, le cormier, le néflier commun, le néflier d'Allemagne, ou encore le sorbier. Alors, quelques petites réflexions au-delà des espèces. Eh bien, voilà, le choix d'espèces, c'est évidemment très important. Mais il n'y a pas que ça. Pour s'adapter au changement climatique, voilà, le fait de développer des systèmes agroforestiers centrés autour des arbres, c'est fondamental. Et ben, a fortiori, plus on va créer comme ça cette sorte de canopée, plus on va créer de la tempérance, quelque chose de favorable à la plupart des espèces. Voilà, une tempérance par rapport au vent, par rapport aux températures, par rapport à l'humidité ambiante. Évidemment, qui va être favorable aussi à la biodiversité? Il y a tout un ensemble de kyrielles de raisons qui font que c'est intéressant. Ouais, donc, créer des systèmes agroforestiers, c'est et ça sera de plus en plus indispensable pour s'adapter à ce changement climatique. Apporter de la tempérance dans les jardins va devenir de plus en plus fondamental. Et donc, là, je mettais une petite image voilà, d'une ferme qui est non seulement de l'agroforesterie, mais qui est a fortiori en agriculture syntropique, qui est une forme un peu spécifique d'agroforesterie là, qui commence à se faire connaître en France ces dernières années. On va intentionnellement planter très dense
beaucoup plus qu'on fait classiquement en agroforesterie des arbres, voilà, pour créer beaucoup de biomasse, fertiliser avec cette biomasse le sol en coupant fortement une partie des arbres, en les ramenant au sol, en les trognant. Bref, je ne vais pas faire un exposé sur l'agriculture syntropique, mais c'est véritablement voilà, une piste vraiment de réflexion super intéressante à faire connaître. Apporter du paillage, et oui, c'est assez basique maintenant, mais c'est absolument indispensable pour protéger les plants, surtout sur les toutes premières années de développement des sujets. Voilà, la concurrence par rapport aux herbes est importante hein, sur les grosso modo les 3 premières années de développement. Un arbre, il y a une grosse concurrence entre l'arbre et ce qui pousse spontanément autour avec l'herbe, surtout pour l'accès à l'eau et à l'azote aussi. Donc voilà, faire attention à ce qu'on n'ait pas d'enherbement, c'est fondamental. Et donc par exemple, des carrés de paillage comme on a ici, ça se développe de plus en plus. C'est souvent des formes de végétal compressé, comme du chanvre compressé, par exemple. Et ça tient souvent de au moins 2 ans. Je trouve une bonne solution. Long terme, pas avoir à désherber tous les 3 mois autour de ces arbres. Paillage, ok, mais aussi manchon de protection. Alors, souvent, manchon de protection, on pense protection contre des animaux comme les lièvres, par exemple, et c'est vrai, c'est important. Mais avec les canicules qu'on subit de plus en plus, je pense qu'il est important de penser aussi le manchon comme une protection par rapport ben, précisément aux canicules, par rapport aux grosses sécheresses sur les premières années de développement de l'arbre. Et des manchons en carton comme on a ici. Alors souvent les manchons en carton, surtout dans le commerce, c'est fait pour de la vigne, comme on a ici à l'image. Mais enfin, je trouverais ça vraiment très utile aussi d'en mettre au-delà de la vigne et des plantes grimpantes pour les arbustes, pour les arbres, pour les protéger des grosses canicules sur les premières années de développement. Parce que voilà, bon, ce que j'ai vécu aussi, moi, ces dernières années, c'est canicule après canicule. Bah, les très jeunes sujets là, qu'on venait de planter l'hiver précédent, bah, il y a de la perte, hein, parce qu'on ne met pas en place, surtout quand on ne met pas en place des protections comme des ombrières ou ce genre de choses. On a beau mettre du paillage, on a beau arroser, on a beau avoir fertilisé le sol, quand même de la perte, hein, parce qu'il y a les sujets, simplement, que très jeunes sujets, bah, ils sont trop fragiles et ils meurent par insolation, ils meurent du fait des gros coups de soleil. Donc, vraiment mettre des manchons de protection, je pense, voilà, des choses qu'on peut trouver dans le commerce, pardon, ou qu'on peut faire soi-même, simplement, en mettant, voilà, en faisant un petit tube de carton qu'on va percer, voilà, pour laisser passer un peu la lumière. Je trouve que c'est vraiment de plus en plus indispensable pour résister aux gros coups de chaud. Et puis, bah, la base de la base, là, ça reste d'avoir un sol vivant, plein de vie, riche en humus, riche en matière organique. Ça, c'est aussi la base pour résister aux canicules et au changement climatique en cours. Et alors, pour creuser un peu le sujet, aussi l'aménagement d'un terrain peut également permettre de résister au changement climatique, en faisant en sorte globalement que on n'ait pas de phénomène d'érosion, de perte d'éléments nutritifs, mais que l'eau puisse s'arrêter, qu'elle puisse être stockée, qu'elle puisse s'infiltrer dans les sols. Et ça, d'ailleurs, c'est le grand sujet de ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, que je peux que vous inviter à explorer. On commence à avoir pas mal de ressources disponibles en ligne à ce sujet. Et c'est alors, adaptable aussi bien sur des grands terrains agricoles, aussi à l'image, que sur des jardins beaucoup plus petits, hein. Il y a pas mal de concepts comme faire des mares, des talus, des baissières qui peuvent se prêter, se mettre en place dans toutes sortes de tailles de terrain. Et puis avoir de la diversité au-delà de l'espèce X ou Y, la diversité d'espèces cultivées, eh bien, ça sera toujours un facteur de résilience. Ça peut être aussi, attention sur la sauvegarde des variétés anciennes. Pourquoi pas de variétés aussi nouvelles hein, qui sont développées pour le secteur de la bio, vont apporter qui ont de bonnes résistances par rapport aux maladies, par rapport aux parasites. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à aller investiguer. Voilà, puis après, la diversité, c'est aussi évidemment intéressant pour d'autres choses que la résistance au changement climatique, hein, pour des questions de saveur, tellement des floraisons et des récoltes, hein, pour des productions toute l'année, pour des raisons d'ordre esthétique, pour la biodiversité. Et puis, pour tout ce qui est des espèces fruitières classiques, bah, elles ne sont pas forcément exclues de cette adaptation au changement climatique. Des grands classiques, pommiers, poiriers, cerisiers, etc., eh bien, pour les rendre, penser à un jardin qui soit, qui les intègre, mais soit plus adapté au changement climatique, eh bien,
logiquement, il faudrait plus privilégier des variétés qui viennent plus du sud, sud de la France, voire de pays méditerranéens comme l'Italie, l'Espagne. Voilà, c'est quelque chose aussi à creuser. Il ne faut pas forcément exclure les variétés, pardon, les espèces fruitières plus classiques. Par exemple, chez l'abricotier, ben, sur ces endroits très exposés, par exemple, une variété comme le muscat de Provence, hein, c'est vrai que c'est quand même une très bonne résistance aux canicules. Sur le choix des fruitiers, je peux que inviter à vous intéresser aussi au choix du porte-greffe, puisque bah, le porte-greffe, la plupart des variétés fruitières sont greffées, en tout cas une grande partie, et le choix du porte-greffe, ça va être un gros facteur du niveau de résistance par rapport aux sécheresses, par rapport aux canicules. A fortiori, plus vous êtes sur un porte-greffe qui a de grande vigueur, eh bien, plus vous avez de résistance aux canicules. Alors, qui dit grande vigueur, évidemment, dit plus grande taille, plus grande vigueur de pouce. Donc, c'est pas, voilà, pour voir si c'est adapté par rapport à votre situation, par rapport surtout à la taille du terrain. Mais enfin, voilà, c'est quand même un point d'attention vraiment important à avoir en tête. Par exemple, un cerisier greffé sur merisier, comme on a ici à l'image, bah, ça va faire un arbre fruitier très vigoureux et bah, qui a un système racinaire aussi, donc, qui a un développement souterrain beaucoup plus important, qui a exploré un volume de sol beaucoup plus important et donc qui a une résistance aux canicules nettement plus grand qu'un cerisier qui aurait été planté sur un porte-greffe nanifiant, hein. Donc voilà, cette question du choix du porte-greffe, elle est un peu technique, mais elle est aussi fondamentale pour penser les jardins adaptés au changement. Et puis voilà, penser à désartificialiser, à débétonner. Comme on est ici à l'image, ça va jouer un rôle important. Et au-delà du choix des espèces, ben, je pense qu'un jardin qui reste dans le temps, c'est a fortiori un jardin aussi collectif. C'est-à-dire créer de la coopération au-delà du végétal et de la technique du végétal. Euh, voilà, penser à un projet qui soit intégré dans un territoire, qui soit mutualisé, qui soit coopératif, créer de la coopération entre jardiniers, entre citoyens, entre voisins, c'est aussi fondamental pour faire face aux changements en cours. Quelques petites ressources pour aller plus loin, pour creuser ce sujet. J'en parlais au tout début de vidéo. Le bouquin de référence, si vous intéressez aux agrumes rustiques, c'est donc Agrumes résistants au froid, d'Olivier Bijoux et Bertrand Londio aux éditions Ulmer, le bouquin de référence, s'il en est. Sur le sujet, un bouquin beaucoup plus généraliste, c'est l'Encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus de Helmut Spirk, qui a il y a peu été traduit de l'allemand, donc en français. Et là, avec un panel de choix beaucoup plus large, des dizaines d'espèces, qui viennent enfin, bref, de beaucoup d'endroits du monde. C'est très extrêmement divers. Et c'est très documenté. Voilà. Ouvrage de spécialistes, de passionnés du fruit. Autre source, grande ressource, c'est PFAF, Plant for Future, donc site anglophone gratuit, disponible en accès libre, qui a une base de données extrêmement fournie sur toutes les espèces nourricières à travers la planète. Si vous voulez vous former sur les sujets liés à l'agroécologie de façon plus générale, je peux que vous inviter à vous intéresser à la structure Vert de Terre Production, qui fait régulièrement aussi de la formation, financée par les fonds de formation, et qui a aussi une chaîne YouTube Vert de Terre Production extrêmement fournie. Si vous vous demandez, mais où est-ce que j'achète tout ça? Eh bien, j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Je vous mets le lien là en dessous de cette vidéo. Donc, qui s'appelle Où se fournir en graines et un plan écologique en France. J'ai bien balayé la question là-dedans. Et voilà, encore une fois, si vous voulez retrouver ce que je propose comme activité, ben, ce que je suis en train de commencer à développer là à Niort, jardin-forêt et pépinière, bio, les livres, ce que je propose comme accompagnement, comme conseil, etc. Ben, voilà, je vous renvoie vers le site internet atelierfertile.com où vous trouvez tout ça disponible et vous pouvez aussi me retrouver au-delà de YouTube, sur LinkedIn, ou encore sur Facebook ou Insta. Allez, ben, écoutez, j'espère en tout cas que tout ça vous aura donné des idées, des astuces, des inspirations pour faire fleurir vos projets, créer de beaux jardins où la vie s'épanouira, je l'espère. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que tout ça puisse vous aider et je vous dis à très bientôt.